J'ai cédé mes parts, 70% de mes parts. On avait cédé à 2 millions de dollars. On peut dire la boîte tête valait 5 millions de dollars, tu vois. On a démarré avec un scooter. Et à l'époque, parce que personne n'y croyait sur cette histoire de scooter. Donc même le fait de dire on va investir avec des scooters, les gens n'y croyaient pas. À un moment, je voulais aller beaucoup plus loin, aller sur comment connecter les régions africaines, comment connecter les différents pays. Et c'est ce qui nous a ramené justement à se lancer dans l'aventure Logido. Logido, c'est une plateforme qui permet de transporter un colis aussi simplement que commander une pizza en ligne. Le but, c'est de faciliter les échanges. Donc, on te pose l'infrastructure, tu l'achètes au même prix, et même si tu parles du cas de Alibaba, aujourd'hui, on est partenaire Alibaba et ça te permet même d'avoir des discounts de 5% sur les achats. Et nous, on a levé au plus tard du plus tard. Tu vois, c'est vraiment qu'on a su que il n'y a plus rien à faire là si tu veux expand, tu vois. Là, vous êtes à combien de levées? Je pense qu'on a levé à peu près 2,3. Ok. Ouais, on a levé 2 millions 300. Hello, bienvenue sur Impact Stock, c'est Manuel Arthur. Comme vous le savez très bien, on aime parler de business, on aime parler d'économie, de finance, on aime parler d'impact. Aujourd'hui, on a un profil qui est en train de changer de game dans pas mal de domaines. Donc, on va dire dans le domaine de la logistique, du e-commerce, etc., du business en général. Vous allez en savoir beaucoup plus. Bon, dès que le visage vous dit déjà quelque chose. Et si vous êtes intéressé par ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Donc, sans plus tarder, Tamsir, je te laisse te présenter pour comment tu vas? Je vais très bien. Ça gère? Très bien. Et Cool. toi? Ça va, alhamdoulilah. Je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Bonjour à tous, moi je m'appelle Tamsir Ousmane Traoré, entrepreneur sénégalais dans la logistique plus précisément, oui. Yeah. Tu es entrepreneur depuis quand? En vrai, je suis entrepreneur depuis hyper longtemps. Yeah. Et je pense qu'on a vraiment commencé... Ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, de par mon éducation, on nous a très tôt forgé ce mindset. Donc, si tu me dis, je suis entrepreneur depuis combien de temps, j'ai envie de te dire depuis mes 13 ans, tu vois. Parce que déjà, on était en train de faire du commerce pour justement gagner de l'argent, pour pouvoir passer des vacances. Donc, je suis d'une famille en tout cas où ça se passe comme ça. C'est un peu plus sur du mérite. Et donc, oui, on a très tôt essayé de prouver qu'on était capable de faire des choses. Mais j'ai envie de dire, après, l'entrepreneuriat dans le sens où aujourd'hui, on le connaît, on va dire, depuis une vingtaine d'années quand même. Donc, étant jeune, dans ta famille, c'était pas interdit de... bon, parce que pour pas mal de jeunes, quand tu essaies de faire un peu de commerce, tu essaies de gagner un peu d'argent, les parents te disent, regarde, concentre-toi sur tes études, l'argent, c'est pas encore trop tôt, n'y pense pas, concentre-toi sur tes études. Du tout. Moi, j'ai envie de te faire une anecdote. Les jeunes de la cathédrale savent de quoi je parle. Nous, à l'âge de 11 ans, 12 ans, on s'est réveillé un matin, on a dit on va créer un journal. Parce qu'on avait vu à l'époque le journal Gouné. Donc, on s'est dit on crée un journal. Je me suis réveillé avec ce journal, je suis rentré voir mes parents. Et mon père est parti les photocopier pour moi, pour que le lendemain, on ait une centaine de journaux. Et on est venu le matin voir le proviseur pour lui dire on veut vendre les journaux. Et on a fait le tour des classes pour vendre ces journaux. Donc non, j'ai eu une chance où très tôt, on m'a laissé faire, cadré quand même, mais oui, non, très friendly, beaucoup plus même du support qui te pousse à vraiment te tester sur pas mal de choses, oui. Tu laisserais tes enfants commencer à entreprendre très petit. Et pourquoi? Bon, ceux qui me suivent savent, aujourd'hui j'ai une fille qui a 11-12 ans, elle s'est payée ses vacances l'année dernière parce qu'elle a peint des tableaux et qu'elle les a vendus, certains à travers mon réseau. Moi, je crois qu'aujourd'hui, en tout cas, on a tous vécu une enfance où on comprend aujourd'hui le fondement de l'éducation, les bases que l'école nous a appris. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus une façon d'être, des comportements, un mindset qu'on a eu. Donc, je pense que cette génération aujourd'hui a des choses qu'on n'a pas. Donc, oui, gravement, moi, je les laisse mais vraiment s'épanouir dans ce qu'ils aiment. Et si aujourd'hui, ça peut leur permettre de gagner de l'argent, c'est très important de savoir ce que ça coûte de gagner de l'argent.
le fait de passer des nuits à peindre et ensuite de vendre, d'avoir des rejets, de savoir. Voilà, pour moi, c'est très important parce que l'enfant, ça lui montre que voilà, rien n'est acquis et qu'il faut travailler pour pouvoir gagner quelque chose. Oui. Ok. Et ta relation avec la logistique, quand est-ce que ça a démarré? Alors moi, faut comprendre, on l'appelle souvent dans le jargon, moi, logistique moom a ngénte, tu vois. Donc, Je comprends. moi, mon père est logisticien. Je suis dans une famille où j'ai envie de te dire 80 à 90% des gens sont dans de la logistique. Et dans tous les secteurs, tu vois, du transit au transport. Donc, j'ai baigné dans ça. J'ai grandi avec mon père et voilà, il a lui-même build sa compagnie from zero, tu vois. Et j'ai grandi en voyant ça. Et ça m'a beaucoup inspiré, ça m'a beaucoup appris, tu vois. Donc, moi, la logistique, c'est de base pas le métier où je voulais aller, mais oui, j'ai pas fait d'études en logistique. Tu voulais faire quoi? Moi, j'étais marketeur. Tu vois, moi, j'étais marketeur, même en master, j'étais major en marketing, tu vois. Mes premiers emplois, c'était dans de la strat, de la communication, marketing, trade marketing, tu vois. Mais c'est quand je suis rentré au Sénégal voilà, que ça m'a rattrapé, j'ai envie de dire. Et après, le marketing, ça te sert toujours, ça te sert beaucoup. Et j'ai envie de dire énormément, parce que forcément, tu cherches à vendre. Tu cherches à vendre, et je pense que ça fait partie des choses qui font que beaucoup voient beaucoup de commercial en moi. C'est parce que j'ai eu peut-être cette chance de baigner autour de ces différentes thématiques. Ouais. Et ça a été quoi tes premiers pas dans la logistique? Alors moi, mes premiers pas de la logistique, il faut comprendre, c'est que moi, mon père a une entreprise de transit. Donc moi, en revenant, c'était vraiment en mode transit. Et ça me bottait pas vraiment. Donc, et lui, il est du genre à vouloir vraiment que tu commences du plus bas. Donc, c'est pas parce que tu es le fils de X, non, mais tu arrives, je suis passé passeur. Donc, c'était me taper la douane, ça m'a beaucoup appris, tu vois. C'est des choses qui font que quand tu parles d'une chose, tu sais de quoi tu parles, en fait. Tu l'as vécu, tu as été passeur, tu es passé par le bureau des inspecteurs, tu as eu à être redressé, tu as eu voilà, à vivre, mais vraiment tous ces galères-là, mais durant 2, 3, 4 ans, tu vois. Et donc moi, j'ai démarré comme ça. Et ensuite, j'ai eu ce qu'on appelle dans la vie, il faut toujours, il y a forcément des gens qui sont autour de toi et qui, à un moment ou à un autre, impactent, tu vois, positivement dans ta carrière, tu vois. Et à l'époque, le groupe familial avait tout sauf de l'express. Donc, on était sur du transit, sur des camions. Et j'avais un grand à moi qui s'appelait Moussa Bey et qui, à l'époque, était à Transref et qui me dit, écoute, l'express, viens, on y va. Donc, on est parti en France et on est parti visiter Sodexy, qui est l'un des plus gros expressistes, tu vois. En fait, ils agrègent, ils reçoivent tous les flux et ils dispatchent dans toute l'Europe. Et voilà, tu vois, quand tu vois ça, ça te parle. Et le fait de rentrer au Sénégal et de voir que voilà, c'est des choses qui n'existent pas, ou qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment d'entité sénégalaise. Et donc voilà, le challenge, il a vraiment démarré comme ça, où on s'est dit, c'est de la logistique, mais pourquoi aujourd'hui on n'a pas d'acteurs sénégalais qui se mettent dans de l'express, sachant qu'en voyant le network, il y a de l'investissement, mais c'était possible de le faire. Et donc c'est de ça qu'est partie notre première aventure entrepreneuriale qui s'appelait Tex Courrier et qui était un acteur dans du last mile et dans du courrier express international. Après, quand tu dis last mile, c'est quoi comment est-ce que tu peux l'expliquer en termes simples pour le Sénégalais, bon, Tout à fait. Pour la personne lambda, en fait. On a cette déformation qui fait qu'on utilise des mots parfois qui sont un peu accessibles. Alors, le last mile ou le first mile, de manière générale, c'est l'action de collecter, de ramasser ou de livrer.
Donc, on se dit, c'est tout le temps les actions qui sont au début ou à la fin de la chaîne. Donc, d'où l'expression first mile, le premier, et le last mile, c'est Le dernier kilomètre. c'est ça, le dernier kilomètre. Donc, c'est cette action de ramasser ou de livrer en dernier kilomètre. Bon, bon, en termes familiers, c'est ce que les coursiers font. C'est les Tout à fait. coursiers, ok. La plupart de l'activité last mile est faite par des coursiers. Par les coursiers, ok. Et donc, tu as démarré par texte courrier. Et comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que tu as pu démarrer ce business-là? C'était quoi? C'est sur fonds propres? Ça t'a pris beaucoup d'argent? Alors, en fait, bon, j'ai envie de dire, j'avais le plus important, j'avais le support et l'infra quand même, tu vois, parce que bon, j'étais sous la coupole familiale, mais on a démarré avec un scooter. Et à l'époque, parce que personne n'y croyait sur cette histoire de scooter. Donc, même le fait de dire on va investir avec des scooters, les gens n'y croyaient pas. C'est parce qu'on a eu un premier, et le deuxième qu'on a emprunté, et le troisième qu'on est parti acheter en seconde main, tu vois. Et après, tu développes avec des gens qui ont leur propre scooter, et après, tu vois, c'est tout le temps un mix, parce qu'au début, ça t'importe peu d'avoir un ou deux scooters. Toi, tout ce qui t'intéresse, c'est de livrer, tu vois. Donc, tu es beaucoup moins affecté sur quel est le moyen. Toi, tu es beaucoup plus sur je veux des clients, je veux les faire de ces livraisons, je veux accomplir, tu vois. Mais beaucoup moins sur ces points de volume, comme on dit. Là, ce que tu dis, c'est tellement intéressant parce que il y a eu pas mal de gens qui m'ont dit, regarde, je veux investir sur ce business-là de coursier, etc. Après, la remarque que je fais, c'est quoi? C'est qu'ils font plus focus sur les motos qu'ils Sur doivent les acheter scooters, ouais. et ils pensent que c'est la partie la plus difficile. Et tu vas voir, ils vont tous acheter les scooters, ils vont tous commencer, ils vont tous avoir le support de leur entourage et au bout de 6 mois, ils vont eux-mêmes vendre les scooters. Ouais. Parce qu'ils se sont trop appesantis sur c'est l'usage qui est le plus important. C'est l'usage qui est le plus important. OK. Et dans cette activité-là, est-ce que tu te rappelles de ton premier client avec Texte Courrier? Ou bien peut-être la stratégie que tu as utilisée pour décrocher tes premiers clients? Alors, c'est nous, on faisait tout. On les juste livré. On a vraiment tout livré, tu vois. Et là, tu en parles. Nous, l'idée au début, c'était juste de générer. Le gars, il est là. Et à l'époque, c'était même pas de la livraison. Parce que ce qui se passe, c'est que sur le volume, le marché n'était pas vraiment mature. Donc, à l'époque, ce que tu faisais, c'est que tu proposais aux entreprises de la mise à disposition. Donc, tu lui ramenais un agent qui était un tampon pour les courses administratives et ça te permettait, quand il y avait des colis et autres, d'avoir ta personne qui poussait ton entreprise. D'accord. Tu vois? Donc, à l'époque, c'était beaucoup plus axé sur comment, justement, pousser le maximum d'agents dans les boîtes pour pouvoir récupérer et leur delivery et leur transport et même l'international. Et là, on parlait simplement de B2B, c'était simplement les entreprises. Oui, c'était... Les particuliers n'étaient pas encore... J'avais beaucoup de particuliers, mais c'était par événement, tu vois. Parce qu'à l'époque, je me rappelais, tu avais l'événement, il y avait du Jeff de Bruges qui venait d'ouvrir au Sénégal. Tu vois, les gens adoraient, donc il fallait durant Saint-Valentin offrir des solutions de livraison. Et moi, je suis beaucoup orienté ça, et je pense que c'est pour ça que j'adore ce que je fais. C'est qu'à chaque événement, tu te posais en mode quelle est la solution que tu pouvais apporter, tu vois. Donc, on s'est mis à livrer des fleurs, les tickets d'événements. On a eu même à déployer une filiale, enfin une boîte avec un ami qui s'appelait Indilma. Ouais, ah ok. Avec Madiao, oui, avec Madiao. Yeah. Et Indilma, c'était quoi? C'était très simple parce qu'on avait les scooters, Ouais. ils étaient là, et à un moment, tu vois, quand tu te dis il faut que je rajoute, il y a le volume. Sauf qu'à un moment, tu rajoutes et tu n'as pas de volume. Yeah. Et on se disait, il fallait créer le volume. Yeah. Et Indilma, c'était que tu avais les CD de musique qui étaient posés dans des endroits en dépôt-vente. Yeah. Le gars, il le posait et le gars du dépôt-vente, il avait 1000 francs. Donc, on s'est dit, bah, si on prend le CD et que toi, tu dis que la livraison est gratuite,
bah, tout le monde va acheter. Et finalement, les 1000 francs que tu donnais en dépôt-vente, nous, ça nous permettait d'avoir le prix d'une course. Un peu Yeah. moins, mais avec le volume, ça te crée du volume. Donc, on a passé sur ça. Après, les tickets d'événements. Non, nullement, je m'en rappelle quoi, parce que même avec, parce qu'en fait, on a fait beaucoup d'événementiels. J'ai bossé avec YD sur l'événement Exactement. Galsen Hip Hop Hour. Bah oui, Donc, vous avec. étiez partenaire sur pas mal d'événements ici. Non, on était dans. Et tu bossais le matin et le 19h, 20h, tu disais je vais bosser. On me dit mais tu vas bosser où? Je dis j'ai un événement. Ouais, pour moi, c'était une période de la vie où, tu vois, on avait juste soif, tu vois. Yeah. On avait juste soif et, tu vois, quand tu réussis le premier, tu te dis, bon, c'est possible. Après, bon, il y a eu beaucoup d'échecs, tu vois, mais on avait soif, tu vois, tu avais 24, 25 ans, tu te dis, bon, en plus, il y avait, tu vois, cette vague, les Madiao, il y avait tellement d'entrepreneurs, tu vois, que bah, ça se faisait, même à l'époque, tu vois, le mouvement hip-hop, c'était pas comme ce que tu as aujourd'hui, tu vois. Yeah. Donc, il y avait quelque chose à faire. Carrément, carrément. Mm. Et finalement, avec Texte Courrier, voilà, comment est-ce que ça s'est passé? Ça s'est très bien passé avec Tex Courrier. Tex Courrier, c'est une boîte qui m'a tout appris, tu vois. On a première ouverture de capital, premier investisseur, premier tour de table, tu vois. Ensuite, nous, on était avec quasiment l'un des leaders au Maroc, tu vois. Donc, même en termes de knowledge, énormément appris, tu vois. Et puis moi, j'ai eu envie de faire plus. Parce qu'aujourd'hui, avant tout, la logique de Tex Courrier, c'était de connecter les régions. Être Ah, une ok. solution qui connectait les régions. Mais moi, à un moment, je voulais aller beaucoup plus loin. Tu vois, aller sur comment connecter les régions africaines, comment connecter les différents pays. Et c'est ce qui nous a ramené justement à se lancer dans l'aventure Logido. Mhm. Et donc, c'est-à-dire, tu as vendu Texte? Alors, j'ai cédé mes parts. On a d'abord cédé 70% de mes parts. Et ensuite, moi, je suis carrément sorti. J'ai laissé la boîte avec les nouveaux actionnaires. Yeah. Et je suis parti on my way. Yeah, ok. Voilà. Et à cette période-là, c'était quoi la valorisation de l'entreprise? Et tu sais, à l'époque, on parlait pas vraiment de valo, tu vois. Eh, On parlait pas de valo, tu vois. Moi, même à l'époque, on disait oui, bon, on avait cédé à 2 millions de dollars. On peut dire, la boîte peut-être valait 5 millions de dollars, tu vois. Mhm. Mais c'était pas, tu vois, c'était pas le sujet. Ouais. Le sujet, c'est oui, combien de camions, par exemple, en logistique, c'est ça, combien de camions tu as, combien de lignes tu desserres, quelle est ta superficie en entreposage, tu vois. C'était pas vraiment en mode start-up, valo, levé. Ok, Non, du ok. tout. Le monde a changé, hein. Yeah. Et à cette période-là, on va dire, c'était quoi les capacités de Texte Courrier? Écoute, Tex Courrier livrait tous les régions tous les jours. On avait tous les jours, à 4 heures du matin, des camions qui quittaient Dakar pour arriver dans la zone la plus éloignée à partir de 8 heures. La promesse était de dire aux gars, à 9 heures, 8 heures, quand tu ouvres ta boutique, tu as déjà tes colis qui arrivent de Dakar. Wow. Donc, c'était ça et on avait réussi et toujours jusqu'à présent. Moi, je suis très fier de voir cette boîte qui est avec les clients ils ont su garder ça, quoi. Yeah. Et quand tu as décidé de sortir, tu avais quelque chose en tête? En vrai, j'avais juste envie. Moi, j'ai un problème, je pense, c'est mon avantage, mais c'est aussi mon défaut, c'est que je m'ennuie vite. Et je suis constamment à la recherche, tu vois, de next. Et donc, moi, j'étais avant tout omnibulé par ça, en mode, voilà, ok, région, c'est bien, mais comment faire pour Afrique, tu vois? Comment faire pour passer sur ces frontières-là? Mhm. Donc, j'étais hyper mal, tu vois, parce que c'est ton bébé, tu le lâches. Euh, et forcément, tu vois, quand tu lâches le bébé, euh, même quand il pleure, tu te dis attention, il pleure, et tu te dis non, mais toi, c'est plus ton bébé, laisse-lui, il pleure, on sait. Et oui, c'était très difficile de redémarrer, tu vois. Mhm. Après, on appelle ce qu'on appelle la solitude de l'entrepreneur, tu vois. Tu redémarres avec des incompris. Quasiment personne ne comprend ton choix, tu vois. Parce que pour beaucoup, pourquoi tu montes aussi haut pour redescendre
essayer quelque chose. Et surtout qu'à l'époque, quand tu parlais de plateforme digitale, Yeah. on disait, ouais, il a regardé M6 hier, il s'est cru où et j'ai vraiment vécu ça, tu vois. Yeah. Mais ça, c'était parce que c'était avant Covid, Yeah. tu vois. Et ouais, donc très très difficile. Début très très difficile. Après, tu as un mix, surtout quand c'est au Sénégal. Que Mhm. quand c'est au Sénégal, tu as celui à qui tu n'as rien dit, qui entend, qui se fait son film, tu vois. Et finalement, bah, toi, on te sert 30 000 films et tu te poses la question, est-ce que c'est vraiment de moi dont on parle, tu vois? Alors que, in fine, toi, tu étais juste focus à build quelque chose d'un peu plus grand, tu vois. Yeah. Et voilà. OK. Et à quel moment est-ce que l'idée de Logidoo t'est venue et voilà quoi, comment est-ce que tu as procédé pour Non, nous, on avait un mur blanc. Je pense ceux qui étaient au début, au tout début, on avait un mur et on se disait, bon, ce qu'on voulait faire, c'était clairement l'Afrique, tu vois. Mhm. Mais deux, je disais, on allait mettre sur ce mur tous ceux qu'on voulait pas revivre. C'est moi, j'ai vécu qu'est-ce que je veux pas revivre, tu vois. Mhm. Et on a commencé à écrire. On veut pas que le client m'appelle pour me demander une cotation. Je veux pas qu'il me rappelle pour me dire, j'attends la cotation. Je veux pas qu'il me demande où est-ce qu'il est le colis. Tu vois, je veux pas qu'il me demande où est-ce qu'il est le POD. Je veux pas qu'il me demande une cotation en dédouanement, tu vois. Donc, on a vraiment mis tous les éléments. On s'est dit, OK, on va créer une plateforme qui qui va regrouper tout ça. Et Mhm. c'est vraiment de là où c'est parti. Au début, tu vois, hyper futuriste. Donc, on avait tout mis, tu vois, parce qu'on pensait qu'il fallait tout mettre, ce qui était une grosse erreur. Mais oui, au début, on pensait vraiment en mode marketplace sur toute on disait le Google de la logistique. On se disait il fallait trouver tout ce qui touche la logistique, on doit trouver, tu vois. Mais c'était hyper dur, tu vois, Yeah. de construire une plateforme comme ça. Et et comment est-ce que bon après c'est compliqué à cette période-là de faire une plateforme comme ça et comment est-ce que il y avait la maturité du marché la conscience du client, est-ce qu'ils étaient prêts pour ça? Euh, alors, ce qui se passait, c'est que tu avais deux types de clients, mais le gap était énorme. Tu vois, tu avais le client type multinational qui clairement, ça lui parle parce qu'il est déjà dans des outils où ouais, il va juste te plugger. Mais tu as de l'autre côté l'autre client qui est mais clairement en déphasage, tu vois. Et donc, ces types de clients, tu en as 4, 5, 6, mais la masse, elle est de l'autre côté. Tu vois, donc clairement, pour la masse, ta plateforme leur parlait pas du tout. Tu vois. Et c'est l'une des raisons où on s'est dit, bah, soit on rebuild, soit on croit assez à notre plateforme pour se dire on va aller sur un marché où ça a du sens parce qu'ils sont à un niveau de technologie ou à un niveau de maturité logistique Mhm. où cette plateforme pourrait leur parler. Et c'est ce qui a motivé notre expansion au Maroc. Mhm. Yeah. Ça c'est et là tu vas te poser c'était la première fois au Maroc? Comment est-ce que tu as fait pour intégrer le marché marocain? Alors bon, de base, le Maroc, je connaissais parce que j'ai fait des études là-bas, tu Mhm. vois, et je connaissais un peu le tissu, tu vois. Je voyais un peu la problématique, mais je maîtrisais pas vraiment, tu vois. Mais on s'est pris une claque. Mais on s'est pris une claque parce que, tu vois, on se croyait tellement beau, tellement. Sauf que tu arrives dans des pays où les gars, ils se pluguent à du SAP, quoi. C'est le haut niveau. Donc, tu arrives, tac, tu te rends compte que déjà ta plateforme, elle est has-been. Wow. Non, eux, ils sont sur autre chose. On était autant en retard. C'est pas un retard, tu vois. C'est juste qu'en fait, c'est en logistique, faut pas se tromper. Tout dépend de l'infra-logistique qu'il y a derrière, tu vois. Si j'ai une infra-logistique avec des entrepôts, 3PL, des fulfillment centers, donc ça veut dire que j'ai de l'informatique déjà dessus. Ça veut dire que de base, toute mon activité va être drivée par un système d'information et autres, tu vois. Comme si je suis dans un environnement beaucoup
moins élaboré, Mhm. tu vois, je suis beaucoup plus sur du papier. Donc, le gars, ça n'a rien à voir avec ta solution, tu vois. C'est que Mhm. le coût d'évolution, ce que tu lui demandes de faire, Ah ouais. ça n'a rien à voir avec toi, mais rien que pour lui et son organisation, c'est du taf, tu Mhm. vois. Donc, il ne voit pas vraiment l'utilité de faire ce taf-là, tu Mhm. vois. Si on n'avait pas eu Covid, ils n'auraient jamais vu l'utilité. Yeah, yeah. Tu passes au Maroc. Durant tout ce parcours-là, quelles ont été les étapes les plus compliquées ou bien les plus grosses erreurs que tu as commises? Pour moi, c'était le début du Maroc. Parce que on est parti, tac, on a eu Covid, les frontières ont été fermées, tu as eu le confinement et j'avais ramené la famille, tu vois. Euh, c'était un- C'était très difficile, tu vois, parce que tu fais un sacrifice et tu le fais porter aussi à d'autres personnes. Donc, ouais, c'est clairement l'un des moments en tout cas les plus longs, parce que tu sais pas quand est-ce que ça termine. Yeah. Et tu fais le choix de maintenir les postes, de maintenir l'activité, tu vois. Mais c'était l'un des moments les plus inspirants aussi parce que c'est dans des moments comme ça où on a pu justement créer certains produits. Parce qu'on se disait, si tu ne trouves pas de solution, tu meurs en fait. Mhm. Afrido, voilà, pas mal de choses, ça a commencé comme ça parce que tu devais te dire, ok, vu que j'arrive pas à envoyer entre pays, il faut que je trouve une activité pour chaque pays localement. Mhm. Donc, le stock des commerçants que j'ai, pourquoi je ne vais pas pouvoir leur permettre de le vendre et d'écouler ce produit? Mhm. Et là, vous avez pensé à la solution Afrido. C'est ça. Et Afrido, concrètement, c'est quoi? Alors, Afrido, aujourd'hui, c'est un ERP qu'on déploie aux commerçants et aux e-commerçants. Regarde, tu parles à des... Ah, ouais, je suis désolé. Essaie d'être moins technique. Alors, Afrido, c'est un outil. Je vais le faire comme ma petite fille fait. Voilà. Alors, imaginons que vous avez une boutique que vous vendez en physique ou en ligne, que vous voulez vendre dans plusieurs pays et que vous ne voulez pas être là à gérer le WhatsApp, le Instagram, à voir est-ce que le client a vraiment commandé, est-ce que j'appelle le livreur, est-ce que j'ai encaissé. Bah, vous avez un outil qui vous permet de gérer tout ça. Donc, vous connectez votre boutique, nous confirmons les commandes, nous préparons les commandes et nous les livrons. Donc, c'est quelque chose qui est disponible dans 8 pays en Afrique et donc qui permet à tout e-commerçant ou un commerçant de finalement se concentrer sur l'activité phare qui est de sourcer les bons produits ou de les produire et de faire du marketing digital. C'est-à-dire, moi, bon, je- donc là, c'est-à-dire, si je suis un e-commerçant, je suis ici à Dakar, je viens simplement vous donner mon stock, Mhm, je fais mon marketing mhm. pour attirer les leads, etc., faire mes ventes sur la plateforme. Et une fois que j'ai attiré les leads et que le client a fait son achat sur ma plateforme, moi, j'ai rien à faire. Non, les commandes tombent automatiquement sur nous parce qu'on va connecter, on est interconnectable sur différents outils de e-commerce qu'ils utilisent. On reçoit les commandes, on va appeler le client, on va confirmer sa commande, quel jour, quelle heure, le montant. On va aller prendre le colis qui est dans un de nos fulfillment centers à Dakar, on va le préparer, l'emballer, le livrer, encaisser et te remettre l'argent. D'accord. Alors, donc ça doit être un service qui est super cher, ou bien pour les super gros commerçants, les Non, grosses boîtes, non etc. du tout, c'est pour du retail. Aujourd'hui, on l'appelle Tok Muidor. C'est-à-dire, l'idée, c'est vraiment de permettre à la personne de se concentrer sur son activité. Et aujourd'hui, on est sur des prix moins de 5 000 francs CFA pour gérer tout le service qui est de stocker pour lui, de confirmer pour lui, de livrer pour lui, d'encaisser et de lui ramener l'argent. Mhm. Et normalement, ça, c'est un service qui doit coûter cher. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, pour le Sénégal, on a un prix hyper compétitif. Parce qu'in fine, c'est un prix qui rajoute à son prix de vente. L'idée, c'est
qu'il soit assez compétitif pour que le commerçant lui-même ait envie de le rajouter dans son prix et de dire bah, la livraison est gratuite. D'accord, je comprends, je comprends, je comprends. Et so, vous avez cet outil-là qu'un e-commerçant. Alors, disons que le e-commerçant n'a pas de, il n'a pas de site internet, de site e-commerce. Est-ce qu'il est possible d'utiliser cet outil-là? Bien sûr, il peut utiliser les outils. Aujourd'hui, s'il a WhatsApp, s'il a Instagram, il peut les connecter à la plateforme. Ça veut dire que même les vendeurs qui sont sur TikTok là et qui font du volume, parce que Surtout à TikTok, Dakar, on n'en a juste pas il y a parlé. énormément de gens Nous qui avons sont sur énormément TikTok de et qui clients vendent énormément. Nous Ils avons font beaucoup de- énormément de clients qui vendent sur ces réseaux-là Ah et ouais. qui intègrent eux-mêmes leurs commandes. Mhm. Non, ça, c'est super intéressant. Et donc, vous êtes passé de Logidou, Mhm. Logidou qui fait de l'international. C'est ça. Donc, bon, on va. Là, tu as expliqué de manière très simple Afridou. Mhm. Logidou, est-ce que tu peux l'expliquer de manière très simple, ce que Logidou fait? Alors, Logidoo, c'est une plateforme qui permet de transporter un colis aussi simplement que commander une pizza en ligne. C'est-à-dire, l'idée, c'est de vraiment démocratiser, donc offrir la possibilité à la personne de rentrer sur une plateforme, de mettre le poids, le lieu d'enlèvement et de livraison, et automatiquement d'avoir un comparateur qui lui donne le prix sur le maritime, sur l'aérien ou sur le routier. Donc c'est à lui de choisir en fonction de son impératif de temps, de son budget, de rajouter de l'assurance s'il veut, et de rajouter du dédouanement quand c'est des produits à très forte valeur. Donc rajouter le dédouanement lui permet aussi d'intégrer un simulateur. Donc on a un simulateur de douane qui lui permet aujourd'hui de savoir exactement combien ça va lui coûter en droit de douane et d'avoir un détail de l'ensemble des rubriques qui composent les frais qu'il va payer. Voici 100 business rentables et faciles à lancer en Afrique. Je suis Manu Arthur et depuis 2016, j'accompagne les entreprises et organisations nationales et internationales dans le cadre de notre agence Marketing Digital Expertise et j'ai aussi formé et accompagné plus de 1000 entrepreneurs et aspirants dans le cadre de notre agence Business Expertise. Si tu veux lancer un business avec les moyens du bord et gagner des revenus supplémentaires, ceci est pour toi. Nous venons de lancer un e-book inédit, 100 idées business rentables et faciles à lancer en Afrique. Dans ce e-book, tu trouves aussi des solutions adaptées pour démarrer un business avec tes propres moyens, une technique efficace pour choisir l'idée de business qui te correspond et des exemples concrets de business pour t'inspirer. Tu peux commander le e-book dès maintenant via le lien en description. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vois par exemple des meubles en Chine et je vais les importer. Je vais les faire venir au Sénégal. Donc, à partir de Logidou, je peux avoir une cotation exacte qui inclut le transport, l'assurance, qui inclut le dédouanement, etc. Je prends des options et vous me donnez une cotation exacte. C'est ce que je paye et puis c'est tout. Exactement. Et j'ai un délai aussi. Tu as le prix, tu as les différents départs disponibles, tu as le transit time, et à partir du mois prochain, grâce à la CRDI et à Askey Venture, je te donne la possibilité de juste mettre la photo du produit et de carrément avoir le prix. Grâce à de l'IA, on est capable aujourd'hui de prendre le volume, de calculer le volume du produit à partir d'une photo et de te donner un prix. Parce que le meuble dont tu me parles, il est en Chine. Comment tu fais pour savoir le poids? Comment tu sais pour connaître les dimensions? Donc, l'idée, c'est justement de te simplifier la vie et de te permettre d'envoyer, de recevoir des colis très simplement et de pouvoir surtout traquer tout ça. Ok, donc là, on a Logidou et vous avez développé, en plus de Logidou, vous avez déjà développé Afridou. Et j'ai aussi... Tu veux qu'on prenne ton exemple sur le meuble que tu vas acheter en... Vas-y. Ouais, j'adore cet exemple. Alors, aujourd'hui, tu as Logidou qui te permet de transporter depuis la Chine, si c'est le corridor que tu as choisi, vers Dakar. Donc, tu vas rentrer sur la plateforme, tu vas voir le prix sur l'aérien, sur le maritime. Tu vas voir en fonction de ton impératif lequel tu veux choisir. Tu mets ton assurance, tu as ton prix TTC rendu chez toi.
D'accord? Tu as Afrido, qui est aujourd'hui un outil que tu peux toi utiliser si jamais c'était des produits que tu importais de la Chine et que tu veux vendre, distribuer, ou si jamais tu produis quelque chose et tu veux le vendre dans plusieurs pays en Afrique. Donc Afrido va être la plateforme qui va te permettre de vendre en simultané sur tous ces pays-là et surtout de gérer ton cash. Tu vois? Et tu as le dernier né qui est DoMarket, qui aujourd'hui va te permettre d'acheter le meuble là dont tu parlais parce qu'elle intègre toutes les marketplaces disponibles sur la Chine, le Maroc, la Tunisie, les États-Unis et l'Europe. Disons que, par exemple, je suis un commerçant, j'ai vu un meuble et je pense que ça pourrait être un produit winner. Ça pourrait être un meuble qui marche très bien. Donc, au lieu d'aller sur Alibaba, etc., sourcer là-bas et m'occuper de tout ce qui vient après de la logistique pour recevoir ça, je peux aller directement sur DoMarket, acheter le meuble et avoir le prix en monnaie locale et le recevoir. On est sur 30-40% de délai en moins que sur les schémas classiques de livraison. Et ça te coûte 30% de moins que ce que tu aurais à payer si tu passais sur ces canaux-là. Et le prix du meuble, ça coûterait pas plus cher? Non, on n'est pas commerçant. Nous, notre but, c'est de faciliter les échanges. Donc, on te pose l'infrastructure, tu l'achètes au même prix. Et même si tu parles du cas de Alibaba, aujourd'hui, on est partenaire Alibaba et ça te permet même d'avoir des discounts de 5% sur les achats, sur les produits Alibaba. Ok. Donc là, donc moi, je me dis qu'avec ces trois solutions-là, c'est-à-dire, vu qu'à la base, vous étiez simplement basé au Maroc, est-ce que c'est-à-dire, vous êtes en train de déployer ces solutions-là au Sénégal? Est-ce que le Sénégal en profite? Oui, depuis 6 mois, je pense. Depuis 6 mois, on a lancé. C'est une solution. Mais Tamsir, quoi, toi, comment est-ce que tu peux être du Sénégal? Tu vas déployer des solutions au Maroc, en Tunisie, etc. Et puis au Sénégal, nous, on n'a rien, quoi. Tu viens déployer ça. Ça n'a rien à voir. Mois, on va prendre le contexte. Mais toi, tu sais que les e-commerçants là, moi, il faut qu'ils fassent une marche, je sais pas, une manifestation contre Tamsir parce que il a de très bonnes solutions pour les. Tu sais, pour moi, c'est une question de momentum. Tu vois, le momentum, c'est quoi? On avait beaucoup à apprendre quand même des différents autres marchés. Mais surtout, aujourd'hui, quel était le e-commerçant qui était capable de te faire du 1000, 2000 commandes par jour si on ne parle pas des big players? C'est vrai qu'on n'est pas encore à ce niveau. C'est ça. Donc aujourd'hui, si tu veux build une plateforme solide, il faut que tu ailles dans un marché où tu peux supporter ça, tu vois. Nous, au début de notre plateforme, on disait qu'elle était géniale. Quand on est parti de l'autre côté, on s'est rendu compte que non, on ne répond pas à certaines problématiques. Parce que les e-commerçants d'ici ne voyaient pas certains problèmes parce qu'ils n'avaient pas encore certains volumes. Tu vois? Donc, l'idée, c'était juste d'apprendre de ces marchés-là, tu vois. Et ensuite, bon, c'est des gens qui ont une certaine maturité qui nous ont vraiment permis de voir le bijou qu'on a aujourd'hui, tu vois. Mais aujourd'hui, le but du game, c'est de dire un outil aujourd'hui, comme Afrido, est là pour démocratiser ce game. C'est-à-dire aujourd'hui, quelle que soit la nationalité de la personne, tu peux vendre dans plusieurs pays. C'est pas parce que tu es sénégalais que tu vas avoir une légitimité sur le marché sénégalais, tu vois. C'est pas parce que tu es marocain qu'aujourd'hui. Donc pour moi, c'est une question d'expand son business en Afrique, de le vouloir et de bien faire les choses, tu vois. Et là, j'ai énormément d'idées, hein, parce que bon, après, il y a pas mal de jeunes qui sont intéressés par le e-commerce, etc., bien sûr. le dropshipping, machin, etc. Et moi, je me dis, je suis en train de me faire un truc en tête. Je me dis, rien qu'avec vos solutions, maintenant, et c'est possible, c'est beaucoup plus facile de se lancer dans le dropshipping parce que avant le dropshipping, etc., avec pour vendre à l'étranger, etc., les différents outils que tu utilisais avec Shopify, etc., tu étais obligé de créer une entreprise à l'étranger, etc., pour faire du dropshipping et pas mal de choses. Mais aujourd'hui, vu que le marché africain, ça bouge beaucoup et que vous êtes présent, vous êtes présent sur combien de pays encore? Là, on est présent sur 9 pays. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de donner, de permettre à un e-commerçant de vendre ses produits sur 9 pays et des produits qu'il n'a même pas parce qu'il peut...
Bon, d'après ce que tu m'as expliqué, hein, tu peux. Il peut les sourcer, les ramener. Yeah. Ouais, Tu passes par Afridou. C'est ce qu'on appelle de la triangulation, c'est-à-dire qu'on va prendre le colis de Chine, le lui ramener en Tunisie et le vendre pour lui en Tunisie, alors que lui, il est au Sénégal. Alors qu'il n'a même pas vu les produits, quoi. Ouais. OK. Écoute, sur ça, j'ai envie de dire, c'est... on a vu un entrepreneur sénégalais qui voulait vendre en Côte d'Ivoire. Mais pour distribuer en Côte d'Ivoire, on lui demandait, comme ce que tu viens de dire, d'avoir une entité là-bas. Aujourd'hui, grâce à Afridou, il peut avoir son stock et c'est Afridou qui livre, c'est Afridou qui encaisse et c'est Afridou qui lui ristourne de manière hebdomadaire son cash. Tu vois? Le but, c'est vraiment de se dire, c'est développer tout type de business qui commence d'une pièce à 100 pièces. Tu vois? On a une offre aujourd'hui sur toute l'Afrique de l'Ouest où si je te dis un e-commerçant qui livre des paires de lunettes du Maroc vers toute l'Afrique de l'Ouest à 10 000 francs avec l'encaissement. Ça veut dire depuis le pays jusqu'à chez le client avec l'encaissement en cash on delivery à 10 000 francs. Donc, c'est des offres comme ça aujourd'hui qu'on développe pour le commerçant parce que c'est ça qui va vraiment permettre au tailleur d'avoir une veste à 20, 30 000 et de la vendre parce que le coût de transport est de 10 000. Mais si j'ai aujourd'hui un coût de transport de 20 000, alors que le polo, il coûte 20 000, je vais jamais l'acheter, tu vois. C'est compliqué. Donc, c'est vraiment comment apporter des solutions qui vont permettre aux gens de consolider, donc d'acheter de plus en plus de produits, mais surtout qu'on achète entre nous. Tu vois? On a énormément de choses à acheter au Maroc. Les Marocains ont énormément de choses à acheter au Sénégal ou en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le African Spirit est une réalité. Tu vois? Et donc, c'est des gens qui se disent, on a besoin de sourcer, de s'approvisionner, de prendre des trucs. Et donc, notre but, c'est de créer ces corridors, ces autoroutes et leur permettre d'échanger librement. Carrément. On a fait une conférence organisée par Wally en début décembre, etc., où le thème, c'était vraiment l'e-commerce Afrique. Oui, on avait vite fait entendu parler de la solution Logido, mais bon, on n'avait pas les détails. Mais là, avec ces détails-là, on se rend compte carrément que voilà quoi, là, vous avez créé une solution qui va vraiment permettre d'amener le e-commerce à Afrique, parce qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus de e-commerce à Afrique. C'est vrai qu'avant, les jeunes e-commerçants étaient beaucoup plus concentrés sur comment acheter des produits à l'extérieur et les vendre à d'autres personnes qui sont dans d'autres continents, alors qu'il y a voilà quoi, il y a un mouvement ici, il y a quelque chose à faire ici. Et en fait, ce qui manquait ici, bon, c'est quoi? C'était la logistique, quoi. C'était des problèmes de logistique. C'est ce qui revenait tout le temps. Mais là, c'est une solution que vraiment que j'encourage les e-commerçants ou bien ceux qui sont intéressés par les. Parce que moi, même quand je dis aujourd'hui, il y a possibilité de démarrer vraiment son e-commerce avec un budget limité et le plus sûr, pourquoi pas démarrer en Afrique? OK, démarrer à Dakar parce qu'aujourd'hui, même avec vos solutions, la solution Afridou, tu as la possibilité de sourcer ici au Sénégal, de prendre le stock, de vous confier ça et de vendre à des clients qui sont à Dakar. Tu sais, j'ai un étudiant avec qui je discutais sur ce concept-là. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est avant tout sur un marché d'offres et de demandes. Donc, le charme du digital, c'est le fait de pouvoir montrer à cette personne qui est à Tambacounda que ce rasoir électrique est disponible à Tamba. Donc, je pense que il y a tellement de demandes, il y a tellement de gaps, il y a tellement de niches que sur chaque vraiment, parce que maintenant le e-commerce est même sectoriel, tu vois, sur la santé, sur l'ameublement, sur le textile, sur le luxe. Je pense que sur chaque, il y a énormément de choses à faire. Il y a énormément de choses à faire et comme tu le dis, il faut juste faire les bonnes connexions et après avoir la bonne logistique. Regarde, aujourd'hui, tu es arrivé à un niveau où on voit que les solutions que tu proposes, c'est des solutions vraiment digitalisées qui permettent aux gens d'automatiser pas mal de choses, quoi. Tu t'en occupes pas, etc. Toi, est-ce que tu as toujours eu cette tâche digitale-là? Alors, en vrai, c'est grâce à 2 personnes. Moi, avec Tex Courrier, les élections présidentielles, c'était 2019. 2017. Non, 2019. 2019. Ah ouais. En vrai, c'était à partir de 2017. 2017-2019. À l'époque,
vu qu'on avait beaucoup de gens qui nous demandaient des cotations, et ça nous fatiguait de tout le temps dire la même chose, avec 2 amis qui avaient monté l'usine digitale, Moulay Sall et Abdou Koumbadia, Mhm. j'étais parti les voir pour leur demander de me monter un bot. On l'avait appelé Souleymane. Et lui, on disait, bah, Souleymane, on veut qu'il donne les tarifs, tu vois. Et le fait de voir que les gars étaient capables de créer un bot qui parlait à mes clients sur Messenger, pour moi, c'était un déclic. Yeah. Tu vois, c'était un vrai déclic. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Donc, finalement, la technologie peut nous aider, tu vois, à être de plus en plus proche du client, tu vois. Et depuis, tu vois, mon cerveau n'a pas arrêté. Et tu te mets à itérer, à te dire est-ce que c'est possible, simulateur, comparateur, tu vois, et depuis, j'ai pas arrêté. Yeah, 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 yeah. Et moi, là, je vois là que tu as eu à gagner pas mal de prix, certificats. Est-ce que tu peux nous en parler? Comment est-ce que ça se passe? Bon, tu vas juste nous parler tu peux nous parler de 2-3 prix, etc., qui t'ont vraiment marqué, quoi, dans ton parcours. C'est celui-là, le Startup Champion du Sénégal. Mhm. Pour 2 raisons. En vrai, c'est les gars de l'ADER. À l'époque, bon, il y avait les Karine qui m'avaient poussé à postuler. Parce que chez Texte Courrier, on était une PME. C'était une PME, tu vois. En lançant le judo, on était en mode startup. Un monde que je connaissais, mais vraiment pas. Tu vois, le premier jour où on te dit la startup n'a pas pour vocation les premiers jours à gagner de l'argent, tu dis de quoi on parle? Si on gagne pas d'argent, comment on fait pour payer les salaires? Non, on gagne de l'argent, tu vois. Et donc, pour moi, j'étais très surpris parce que c'est premier pitch en anglais, quasiment l'un des deuxième pitch en anglais. On était vraiment focus sur le produit, tu vois. Et c'était, nous, avec les équipes dev, c'était un moment où on passait les nuits au studio, tu vois. Donc, c'était quelque chose qui nous avait touchés, tu vois. Genre, on l'avait fait parce que, bon, tu vois, quand tu fais partie d'un programme, on vous dit faites, vous faites, tu vois. Mais je pense que c'est à ce moment-là où on a commencé à se prendre au sérieux, tu vois. Et après, bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on a enchaîné 3 d'un coup, tu vois. Donc, on a eu le lauréat Orange. 2 semaines après, tu as eu OK. Orange Fab. Et là, vous avez cash quelque chose, hein? Oui, bah ces 10 millions, ils nous ont aidés. OK. Ouais, nous, c'était des moments où c'était Covid, tu vois. Donc, tu avais besoin de cet argent. Ouais, Donc, tu ouais. avais d'abord le chèque et après, on a attendu l'argent, tu vois. OK. Mais tu vois, au moins, tu avais le chèque. Yeah. Donc, même quand les plaignants venaient pour dire l'argent, je dis, bon, on nous a donné le chèque, mais on attend le vrai. On n'a pas encore caché, quoi. Tu vois, c'est... Mais il y a un autre chèque au-dessus, là. Oui, ça c'était le ministère du Transport. Alors, tu vois, moi je crois que l'Ogido fait partie des vrais exemples quand on dit est-ce que l'État soutient la jeunesse? Tu vois ce que je veux dire? Nous, on a commencé from zero, tu vois. Et là, c'était vraiment le chèque qu'on a reçu du ministère du Transport parce que justement, à travers la plateforme, tout ce qu'on avait fait, ils voyaient qu'on essayait au moins de build quelque chose. Donc c'était le crédit du transport aérien 2022, je pense, ouais. Mais clairement, c'était... Tu veux parler de la somme, eux, ils ne voient pas. Hein? C'est quelques millions. Tu sais, cet argent, je pense, il était fini avant même d'arriver. Là, c'est combien que vous avez fini? Ça, c'est combien? On avait touché, je pense, 39 millions, ouais. OK. Ouais. 39 millions et quelques. Ouais. Et quelques. OK. Et oui, comment ça se fait que voilà quoi, que vous utilisez cet argent même avant que vous l'ayez encaissé? C'est-à-dire que c'était quoi? S'il y avait des charges derrière? Mais tu sais, ça, c'était un moment où
on avait décidé de garder tout le monde. Ouais, c'est surtout après Covid, quoi. Mhm. Tu vois, il fallait du BFR, il fallait des camions, tu vois, parce que tu pouvais pas tout le temps C'est quoi, sous-traiter un besoin de fonds de roulement. Parce que Manu va venir, il va me dire j'ai une opération, tu sais que Manu est solvable, qu'il a une entreprise, sauf que l'opération pour la faire il faut 5 millions. Donc il faut toi trouver ces 5 millions pour faire l'opération. Yeah. C'est ce que les gens ne comprennent pas, c'est que nous les transporteurs, on est des banquiers. Pour les clients, on est des banquiers. Yeah. Pourquoi? Parce que l'argent qu'ils devaient utiliser, il passe par toi, tu prends le risque, tu transportes pour lui, tu lui livres et il te paye pas. Non, ça demande des fonds pour faire cette activité. C'est ça, donc il fallait surtout avoir des fonds pour délivrer, quoi. C'est quand tu vas voir le client, tu dis je suis capable, je te dis ok, j'ai 5 conteneurs en Allemagne, tu dois être capable de pouvoir les prendre et de les transporter, tu vois. Yeah. Yeah. Donc, tu as parlé du prix Startup Champion, Orange Lab Lab. Après, on a eu JICA, ça aussi, JICA Innovation. C'est les 3 qu'on a eu, je pense, à 1 mois d'intervalle. Et c'est ça vraiment qui nous a permis, avec la DPME, de dire, parce que nous, au début, on n'a pas levé. Parce qu'on n'avait pas compris le concept. Tu vois, moi, on dit, ok, on dit, bah non, comment tu fais? Bah, on bootstrap. Mais il faut que tu lèves. Donc, au début, on avait quand même cette chance, c'est qu'on avait remporté des prix, on avait de la subvention, et ça nous a permis de dire, bah, on va expand et on va aller toucher le Maroc. Après, bon, tout le reste, les 2 du haut, c'était des prix remportés au Maroc. Ouais, bah je dis, Et derrière tous ces prix-là, ces distinctions, il y a de l'argent derrière? de l'argent, sur certains, oui. Sur certains, oui. Okay. Et c'est vrai que tout ce qui est levée de fonds, etc., c'est peut-être flou pour pas mal d'entrepreneurs, etc. Est-ce que pour toi, c'est important de faire des levées? C'est-à-dire si aussi, ok, comment est-ce que c'est-à-dire si c'était à refaire, est-ce que tu lèverais beaucoup plus tôt? J'ai envie de te dire oui pour moi parce que nous, on a levé au plus tard du plus tard. Tu vois, c'est vraiment qu'on a su que il n'y a plus rien à faire là si tu veux expand, tu vois. Là, vous êtes à combien de levées? Nous, au global, je pense qu'on a levé à peu près 2,3. Ok. Ouais, on a levé 2 millions, 2 millions 300. On a levé d'abord 700 000 dollars Ok. en 2021. On a levé après 1,5 million en 2022, fin 2022. Si tu as un business que tu veux développer, notre formation marketing digital te permettra d'acquérir les compétences pour booster la visibilité et les ventes de ton business. C'est une formation pratique avec des vidéos explicites que tu peux suivre sur ton ordinateur ou même ton smartphone tout en avançant à ton rythme. Tu peux visiter dès maintenant notre plateforme de formation pour avoir un aperçu de notre contenu et aussi lire les multiples avis de ceux qui ont déjà testé notre formation marketing digital. Tu peux retrouver dès maintenant le lien de notre formation marketing digital en description. Si aujourd'hui tu retournais à tes 18 ans, tu as 100 000, comment est-ce que tu gérerais l'argent et qu'est-ce que tu ferais avec cet argent-là? J'aurais fait du commerce, frère. Direct. Ah ouais. Tu vois? Raison très simple, c'est que avec le temps, tu te rends compte que on a eu beaucoup d'opportunités, on a fait beaucoup de choses, on a eu beaucoup d'échecs, tu vois? Mais parfois, c'est bien d'avoir quelque chose de stable, tu vois? D'avoir ce truc, tu sais que bon, il va grandir à 1, à 2, à 3 et tu le laisses grandir, tu vois? Après, quand tu es trop entrepreneur, trop risk taker, tu vois, tu prends pas forcément la peine de faire ça. Mais j'ai envie de dire, ouais, j'aurais bien voulu monter un business de commerce et de distribution. Ouais. C'est quoi la plus grosse perte que tu as essuyée financièrement? J'ai perdu beaucoup d'argent. J'ai perdu beaucoup, beaucoup d'argent.
j'ai perdu beaucoup d'argent et j'ai renoncé à beaucoup d'argent. Tu vois? Les deux sont différents. Hein. Exactement. C'est différent. Mais à la fin, c'est la même chose. Mais j'ai perdu beaucoup d'argent parce que j'ai été têtu. J'ai perdu beaucoup d'argent parce que j'ai suivi mon... Tu vois, on a tous ce truc-là qui est hyper bien parce que le matin, ça fait que tu te réveilles, tu vois, et que tu y ailles. Mais des fois, c'est ça qui te... Donc, j'ai des fois trop suivi mon instinct, tu vois. Et des fois, tu vois, j'ai fait des investissements parce que, tu vois, ça fait partie de ta checklist, tu vois. J'aurais bien voulu avoir un business dans l'agriculture. Tu me dis, bon, je vais aller dans l'agriculture, mais tu te rends compte que tu n'aurais pas dû aller dans l'agriculture, tu vois. Des trucs comme ça. Tu sais, moi, j'ai vendu des chemises, j'ai vendu de l'épice, j'ai vendu les chemises. Le premier lot est parti. Je me suis dit, je vais prendre le deuxième lot. Il est parti. J'ai voulu anticiper sur le troisième lot. Donc, j'ai demandé un crédit au fournisseur. Je me suis retrouvé avec le deuxième et le troisième lot. Et le gars a payé, tu vois. J'ai vendu du parfum. Je me suis vraiment éclaté, tu vois. En vrai, pour moi, c'est le plus important, c'est de faire ce que tu aimes, tu vois. Mais surtout de faire quelque chose, tu vois. Donc et je pense que c'est ces choses-là qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui et l'expérience même que tu as sur certains business, tu vois. Yeah. Des fois, tu parles de certaines choses, les gars te disent, je dis, non, tu sais, j'ai fait, c'est juste que j'ose pas en parler parce que j'ai trop perdu. Mais oui, tu vois, on a beaucoup perdu. Et quand tu dis que j'ai perdu, c'est-à-dire, moi, si je comprends bien, c'est que, voilà quoi, tu voulais gagner, mais ça s'est pas passé comme prévu. Et quand tu dis que tu as renoncé, c'est que, voilà quoi, la possibilité d'avoir accès au fonds était là, la possibilité de gagner, de récupérer cet argent était là, mais tu as dit non. Et en général, c'est quoi les raisons pour lesquelles est-ce que tu dis non? Bon, au début, tu as plusieurs phases, tu vois. Il y a une phase où j'étais vraiment ado, c'était de l'ego, de la fierté, ce que tu veux, tu vois. Il y a une partie où c'est cette même fierté qui fait que tu ne veux pas, tu vois. Mais à la fin, c'est juste les leçons de la vie, tu vois. C'est juste le fait de te dire, tu sais que tu vas avoir plus, tu vois. Des fois, ceux qui jouent au poker, des fois, ils ont l'occasion de se coucher, ils se couchent pas parce qu'ils savent que il y a une petite voix qui lui dit que ça peut marcher, tu vois. Et moi, je crois beaucoup en cette petite voix. Est-ce que aujourd'hui tu as l'impression que voilà quoi, ton aventure, etc., c'est toujours risqué et que voilà quoi, que tu peux tout perdre du jour au lendemain? Beaucoup moins, tu vois, parce que bon, à la fin, t'es plus tout seul, tu vois. Tu pouvais te permettre à 20 ans, tu perds, tu remises le lendemain. Les enfants qui te disent, oh, qu'est-ce qui se passe? Non, moi je crois que c'est une relation beaucoup plus avec peut-être quelle notion tu vas donner au succès ou à la réussite, tu vois, de ces choses. Est-ce que réellement l'argent détermine ce succès ou cette réussite, tu vois? Aujourd'hui, c'est beaucoup plus ça. Tout le monde aime gagner de l'argent, tu vois, mais est-ce que tu as forcément cette même relation, tu vois? Et ça, c'est très difficile à expliquer. C'est très difficile à expliquer. Pour moi, il faut que tu sois dans cette situation pour que tu te dises, OK, so at the end of the day, je suis juste en train de courir derrière l'infini, tu vois? La richesse, elle est infinie. Et le temps, par contre, elle est limitée. Et le temps qu'on passe au bureau à vouloir recréer le monde, des fois, on le passe pas avec nos enfants, avec la famille, avec les personnes qui sont importantes pour nous, tu vois. Donc ça, c'est des choses que je pense c'est l'âge qui fait que tu es de plus en plus conscient de ces choses-là. Mais fondamentalement, non, je pense que un entrepreneur né, c'est ça sa vraie force, tu vois. Ce truc de se dire j'y vais, and I know that, tu vois. Et derrière, c'est quoi ton moteur, quoi? C'est quoi, qu'est-ce qui te
C'est quoi ta motivation de tous les jours? Qu'est-ce qui te permet de pousser encore plus, voilà, d'aller encore beaucoup plus loin? Est-ce qu'il y a quelque chose, il y a un moteur derrière? Enfin, pour certains, ils vont te dire, regarde, il faudrait que je sois aussi grand que Elon Musk, ok? Et pour d'autres, je sais pas. Mais pour toi, c'est quoi? Tu sais, moi, j'ai grandi avec des parents. Un était passeur de pièces, de passeur. Il a construit l'une des plus grosses boîtes de commissionnaires de transit au Sénégal. Tu vois, on me l'a pas raconté, j'ai vu. Tu vois, donc j'ai vu ma mère se construire, aller de pays en pays. Tu vois, donc pour moi, loolu rek doy na ma. Tu vois ce que je veux dire? Je puise d'abord mon énergie là-bas. Il va être 3 heures du matin, tu vas te dire, bon, il est 3 heures, bon, tu as la REM qui t'envoie un message pour te dire, bon, est-ce que tu as tel fichier? Tu te dis, bon, celle-là, elle dort pas, tu vois. Donc, je pense que je suis beaucoup plus drivé par des gens comme ça, par des proches et beaucoup plus par l'envie de laisser quelque chose, tu vois. Pour moi, c'est le plus important, l'envie de laisser quelque chose, l'envie que ta vie ait du sens. Tu vois, que ce soit pour tes proches, tes employés, ou même, tu vois, les entrepreneurs ou les gens qui tournent autour de toi, que tu puisses réellement impacter, tu vois, sur leur quotidien. Est-ce que tu peux nous partager quelques sacrifices que tu as eu à faire pour arriver à ce niveau aujourd'hui? C'est des sacrifices. Je peux pas, je sais pas, des sacrifices. Qu'est-ce que j'ai fait comme sacrifice? Peut-être des choses que tu aimais, peut-être des hobbies, peut-être des activités, peut-être de l'argent que tu aurais voulu mettre quelque part. Finalement, tu te dis, regarde, bon, je mets ça de côté, je mets ce truc-là en stand-by, Non, j'investis ça, sur ça. ça, c'est moi, tu vois. Les gens qui me connaissent te diront, moi, je suis 100% like that, tu vois. Des sacrifices, j'ai envie de te dire. En vrai, je peux pas te dire que je suis en train de faire des sacrifices. Parce que je suis en train de faire ce que j'aime. Tu vois ce que je veux dire? Je peux pas, je considère pas que c'est des sacrifices. Parce que quand tu vois là où tu veux arriver, tu vois, limite, je me dis, bon, ça va, quoi. On vit pas certaines choses, tu vois. Mais si tu me dis à quel point c'est dur, oui, c'est dur, tu vois. Et c'est dur tous les jours, tu vois. C'est dur tous les jours de bosser 19 heures sur 24, tu vois. C'est dur tous les jours qu'on te dise, il faut aller dormir. Tu vois, alors que toi, yo, tu adores dormir. Tu vois, c'est dur tous les jours de ne pas voir ses proches, de ne pas voir ses amis, de ne pas vivre la vie comme les gens l'entendent, tu vois. Pour moi, c'est ça, tu sacrifies une vie, tu vois. Et parfois, tu sacrifies la vie et la famille qui est avec. Parce que malheureusement, tu embarques toute une famille avec toi, tu vois. Mais sinon, pour moi, tout le reste, c'est du plaisir. Tu vois, pour moi, tout le reste, c'est du plaisir. Right. Et tu as quelque chose à partager avant la fin? Écoute, partager, je pense que tu vois, moi, j'aime bien dire 2 choses. La première, c'est que inspirer, c'est bien, mais chacun a sa propre vie, tu vois. Chacun a sa propre route. Donc, pour moi, c'est hyper important d'abord de croire en soi, tu vois. Quel que soit l'âge. Quel que soit l'âge, c'est juste à un moment donné de se réveiller, de dire, je vais y arriver, tu vois. Et de tout faire pour y arriver, tu vois. Des fois, on veut beaucoup, mais on en fait peu. Moi, je pense que c'est ce que je vois beaucoup et c'est ce qui me chagrine, surtout dans cet entrepreneuriat-là, tu vois, tu as parlé tout à l'heure des levées de fonds. Je vais juste revenir sur ce point-là. Vas-y. Aujourd'hui, je crée une boîte. Est-ce que de base, je la lance pour que des investisseurs viennent investir? Ou est-ce que je la lance parce que je pense que ma solution peut sauver des vies ou peut être utile ou peut être monétisée et me faire générer du cash? Tu vois? Sauf que tu te rends compte que l'entrepreneur est très souvent focus sur cette partie levée, alors que c'est juste un moyen, tu vois? Euh, c'est un instrument, tu vois? Tu peux aller prendre de l'argent chez tes voisins ou chez tes amis, tu peux aller prendre en banque,
tu peux utiliser l'argent de l'equity, tu vois, c'est un instrument. Donc, je pense qu'on se concentre un peu trop sur l'instrument au détriment justement de la raison de l'instrument, tu vois. Et donc pour moi, c'est vraiment ça. Inspiré, oui, à fond. Et vraiment, je pense que des initiatives comme les tiennes sont à saluer. Moi-même, je découvre que des gens dans le bureau regardent tes vidéos et tu vois, donc tu comprends que ça a un impact, tu vois ce que je veux dire. Mais de l'autre côté, c'est aussi, il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes, tu vois. On dit on veut être le numéro 1, tout le monde te dit la même chose. Je vais être le numéro 1, je vais être le meilleur, ou je suis le meilleur. Mais on n'est pas tous prêts à faire les sacrifices et le travail, tu vois, qu'il y a derrière pour justement être ou rester ce numéro 1. Tu vois, donc moi, c'est ça, je pense que on est dans un pays où actuellement, on est tous conscients des challenges. Sauf qu'on ne peut pas redémarrer à zéro, quoi. On est déjà dans le terrain, l'arbitre a sifflé. Donc, il faut juste qu'on bosse, chacun dans son domaine, tu vois, chercher à être le meilleur, tu vois. D'abord au Sénégal, ensuite en Afrique. D'abord au Sénégal, ensuite en Afrique. C'est vrai que parfois, on veut sauter les étapes. On passe directement, on est, voilà, quoi, un niveau monde, quoi. Par exemple, tu as parlé des erreurs pour moi, ça fait partie des erreurs qu'on a fait au tout début, tu vois. C'est de dire, tu veux aller expand, tu vois. Mais à la fin, tu te retrouves toujours à revenir et à vouloir, malgré ton expand, à densifier et à au moins t'imposer une posture localement. Donc, je pense que c'est hyper important d'être hyper fort d'abord dans son pays et ensuite d'aller chercher l'Afrique. Je pense que la compétition, elle est vraiment pas entre nous. La compétition, c'est l'Afrique, c'est le monde, quoi. C'est vraiment le monde. Ça, c'est clair. En tout cas, on a eu beaucoup de valeurs. Tu nous as partagé énormément de choses. Bon, c'est ça, Impact Stock. On aime inviter des profils qui sont en train de faire des choses. Et donc, guys, si vous êtes intéressé par ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, à partager aussi ce genre de contenu à d'autres jeunes pour qu'ils puissent aussi être inspirés. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Manu. Voilà, merci. À très vite. Bye.